J'ai un aveu à vous faire, je soutiens les nationalistes. Non, c'est pas une connerie, c'est pas une blague, je soutiens les nationalistes. Par exemple, les nationalistes palestiniens. Non mais je vous dis ça un peu en souriant, parce que pendant la recrudescence des bombardements sur Gaza il y a quelques semaines, eh bien c'était pas si évident pour une partie de la gauche révolutionnaire de soutenir les nationalistes palestiniens. Pourquoi ? Eh bien parce que cette gauche entend lutter contre tous les nationalistes, et comme la lutte du peuple palestinien prend en partie l'aspect d'une lutte de libération nationale, elle la rejette. Elle préfère prôner une alliance des prolétaires israéliens et palestiniens contre la bourgeoisie et les dominants israéliens et palestiniens. Ainsi, pour cette gauche, le conflit n'est pas entre Israéliens et Palestiniens, mais plutôt entre prolétaires et dominants, entre prolétaires et bourgeoisie. Et c'est pour ça que cette gauche refuse de soutenir la cause nationale palestinienne, parce que ce serait prôner une alliance transclasse entre prolétaires et dominants et bourgeoisie palestinienne. Il n'y aurait que deux camps possibles, celui des prolétaires et celui de la bourgeoisie, des dominants, du Hamas et du gouvernement israélien. Alors vous allez me dire, où est le problème ? Ils s'en tiennent juste au slogan final du manifeste du Parti communiste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. T'es plus marxiste, pas du ? Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et donc dans cet épisode, on va aborder la question du nationalisme dans le contexte spécifique de la colonisation. Déjà, commençons par dire un peu les termes et puis pointer du doigt ceux qui doivent l'être. De qui parle-t-on ? Quel parti, mouvement de gauche, s'oppose à la cause nationale palestinienne ? Eh bien, on parle principalement de partis et de syndicats trotskistes et anarchistes. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que, comme tous les partis et syndicats trotskistes et anarchistes, ils sessionnent tous les 4 matins et il faut un doctorat pour comprendre qui est qui. On commence par le plus facile, le parti trotskiste Lutte ouvrière, qui nous confie que ce qu'il prône au sujet de la Palestine est à l'opposé des politiques nationalistes visant à défendre les intérêts d'un peuple au détriment des autres, à l'opposé de la politique de Netanyahou en Israël et de la politique du Hamas en Palestine. Lutte ouvrière affirme clairement dans ses articles que le Hamas et le gouvernement israélien sont dans le même camp, et que ce camp est opposé à celui des opprimés, des prolétaires. Et Lutte ouvrière fustige les luttes de libération du peuple palestinien jugé nationaliste. Je cite, « 75 années de politique nationaliste de part et d'autre, des plus modérés aux plus extrémistes, ont conduit à la situation terrifiante actuelle. » Donc on voit qu'ils mettent en avant le nationalisme comme cause ou comme l'une des causes de la situation actuelle, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs pour Israël parce qu'il y a toujours une part nationaliste au colonialisme, mais qui mettent dos à dos le nationalisme palestinien et le nationalisme israélien. Bon, Lutte ouvrière, c'est sûrement l'orga la plus connue et la plus facile à situer de toutes celles dont on va parler, parce qu'elle scissionne assez peu. Mais elle a quand même scissionné en 2008, en excluant une fraction du parti appelée fraction L'Étincelle. Cette fraction a participé à la formation du NPA et est même devenue quasiment majoritaire en 2022 au 5e congrès du NPA en faisant 46% des voix au congrès, ce qui l'a amené à, suspense, à scissionner. Elle forme aujourd'hui ce qu'on appelle communément le NPA-C. Parce que oui, nous sommes en 2023, l'inflation est un fléau, le prix de l'énergie augmente et le nombre de NPA aussi. On se retrouve donc aujourd'hui avec le NPA-A qui fait quelques pourcentages au congrès et qui s'allie avec le NPA-B qui est le NPA que vous connaissez sûrement, celui de Poutou et de Besancenot. Et puis donc cette fraction, l'étincelle, dont on va parler. Bref, on va pas y passer la nuit, on parlera si vous voulez du NPA-D, du NPA-E, du NPA-F et du NPA-A' dans les prochaines vidéos. Ce qui nous intéresse, ce n'est donc pas le NPA-B, le NPA de Poutou, mais c'est cette ancienne fraction l'étincelle de lutte ouvrière, devenue NPA-C si vous avez bien suivi, et vous avez été interrogé à la fin pour voir si vous avez bien suivi, parce que cette fraction, ce NPA-C, a hérité de sa filiation avec lutte ouvrière, le refus du soutien au nationalisme palestinien. L'exemple qui illustre le mieux ça, c'est quand le NPA Jeune, donc la branche jeunesse du NPA-C, oui parce qu'il y a aussi plusieurs branches jeunesse au NPA, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Donc je reprends, l'exemple qui illustre le mieux tout ça, c'est quand le NPA Jeune refuse la participation à des comités de soutien à la Palestine si
le drapeau palestinien apparaît sur le tract du comité. Et puis sur cette ligne, on a aussi un syndicat anarchiste, la CNT-AIT, branche historique de la CNT, qui est une scission donc de la CGT. C'est pas tout, parce que si vous connaissez la CNT, c'est sûrement pas la CNT-AIT, parce qu'il y a plus grand monde aujourd'hui là-bas, c'est sûrement plutôt la CNT-SO, ou la CNTF, dite CNT de Vignoles, parce qu'elle est rue de Vignoles à Paris. Bon, bref, tout ça pour vous dire que l'anarcho-trotskiste game est une véritable science, et que même avec toute ma bonne volonté et mon intérêt pour la politique, je ne comprends pas toujours tout non plus. Ce qui importe, c'est que cette CNT-AIT, elle est sur cette ligne qui renvoie Netanyahou et le Hamas dans un camp, qui s'opposerait à un autre camp, qui serait celui des travailleurs israéliens et palestiniens. Elle partage même des mêmes douteux, comme quoi il ne faudrait pas soutenir la Palestine, mais plutôt les travailleurs, quoi que cela veuille vouloir dire, et aussi qu'il faudrait renier tous les drapeaux nationaux. Je vais m'arrêter là. Le but, c'est pas de mettre toutes les orgas trotskistes et anarchistes dans le même panier, déjà parce que les autres CNT ne sont pas sur cette ligne-là, le NPAB non plus, puis je me suis même aidé d'un article du parti trotskiste Révolution Permanente pour faire cette vidéo. Je vous le mets évidemment dans la description. Ce qui est central ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la question du clivage. C'est-à-dire quel clivage est le clivage le plus important? Est-ce que c'est le clivage entre colons et colonisés, entre palestiniens et israéliens, ou est-ce que c'est le clivage de classe entre prolétaires et bourgeois, entre le Hamas et le peuple palestinien travailleur, entre le peuple israélien travailleur et le gouvernement de Netanyahou? Et là, j'ai envie quand même de mettre un peu de l'eau dans mon vin, c'est-à-dire que ces organisations, elles ont raison quand elles disent que c'est pas pareil d'être un prolétaire que d'être un bourgeois en Israël, c'est vrai. C'est pas pareil d'être un éminent membre du Hamas ou de l'autorité palestinienne que d'être un paysan ou un prolétaire palestinien. Ça, c'est sûr et certain. Seulement, même si ce clivage existe, il y a un autre clivage, celui entre colons et colonisés, entre palestiniens et israéliens. Et la question, c'est sur quel clivage on doit politiquement appuyer, quel clivage on doit principalement prendre en compte pour notre action politique. Pour reprendre une terminologie plus marxiste, assez classique, celle de Mao par exemple, quelle est la contradiction principale ? C'est-à-dire quelle est la contradiction dont l'existence et le développement déterminent l'existence et le développement des autres contradictions et agissent sur eux. Pour répondre à cette question, une fois n'est pas coutume, on va utiliser un article de Traductao. Alors, je vous ai déjà présenté l'auteur, je vous le représente pas. Il y a les 2 dernières vidéos à voir à ce sujet-là. On va en reparler car figurez-vous qu'à son époque, il y avait des trotskistes, notamment un certain Claude Lefort, qui tenaient le même genre de position que le NPAC, que Lutte ouvrière, que la CNT-AIT sur la lutte de libération nationale d'Indochine. En fait, Claude Lefort reprochait à Ho Chi Minh d'avoir dissous le parti communiste vietnamien pour former une alliance de libération nationale, le Viet Minh, avec des organisations non communistes et nationalistes. Face à ça, Tran Duc Tao répond avec un article qui s'appelle « Sur l'interprétation trotskiste des événements d'Indochine », trotskiste avec un Z, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Et cet article, il est toujours éclairant pour comprendre la situation aujourd'hui. Dans cet article, Tao met l'accent sur quelque chose qu'on a tendance à oublier, nous qui sommes dans des démocraties bourgeoises occidentales, eh bien c'est qu'il y a des systèmes politiques où il y a des privilèges politiques, où les citoyens ne sont pas égaux politiquement. Évidemment, c'est le cas de l'Ancien Régime, c'est même le cas classique en France qu'on apprend à l'école, mais c'est aussi le cas des situations coloniales. Tao nous rappelle donc une chose qu'on a trop tendance à oublier, je pense, c'est que être vietnamien ou être français en 1945, c'est ne pas avoir les mêmes droits politiques. Et c'est pareil aujourd'hui entre être israélien ou être palestinien. Et pour Tao, ce clivage-là est la contradiction principale dans un système colonial. Tout comme être de la noblesse ou du tiers-état sous l'Ancien Régime conditionnait plus ta vie que ta situation économique, ça veut pas dire que ça ne comptait pas, mais ça conditionnait plus ta vie parce que ça conditionnait directement tes droits politiques. Eh bien, dans un système colonial, c'est ton appartenance aux colons ou aux colonisés qui conditionne le plus ta vie et pas ta classe sociale d'un point de vue économique. Tao écrit « La caractéristique du système féodal est d'emprisonner la structure économique dans un ensemble de règles, privilèges et servitudes politiques. Le rôle de la révolution bourgeoise démocratique est de libérer l'individu de ses entraves artificielles pour donner l'essor au développement humain sur le plan de la propriété privée. Alors que dans le monde féodal, les relations sociales sont réalisées et sclérosées dans un système de règles extérieures aliénant l'homme dans des déterminations naturelles immédiates, le passage à l'état bourgeois libère l'individu de ses différences rigides en le livrant à la fluidité des relations économiques. Or,
Il est bien clair que le grand propriétaire Cochin chinois, en sa qualité de sujet français, ne possédait aucun privilège politique sur le dernier de ses métayers. Sous le régime colonial, aucune différence légale ne séparait les Vietnamiens, quel que soit leur degré de richesse, puisque les droits politiques étaient réservés aux citoyens français. La seule suppression à envisager, dans les perspectives proprement démocratiques, ne peut donc être que celle des privilèges exorbitants que s'arroge le peuple colonisateur qui s'appuie sur le pouvoir politique et militaire. La révolution bourgeoise, qui doit supprimer l'inégalité politique et établir la démocratie, se définit donc exclusivement par la destruction de l'État colonial par la lutte anti-impérialiste. Dans un monde où les droits politiques de tout un peuple sont bafoués par un autre, où tous les Palestiniens subissent la colonisation de leurs terres, des humiliations, des bombardements, etc., quand bien même certains Palestiniens seraient plus riches que d'autres, ce qui importe au premier plan, c'est l'acquisition par tous de l'égalité politique et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le parallèle avec la féodalité est bon dans le contexte de la Palestine, voire il est même meilleur qu'avec le contexte de la guerre d'Indochine, car la lutte des Palestiniens n'est pas une lutte contre une métropole, mais une lutte contre un système colonial qui créait des citoyens, les Israéliens, et des sous-citoyens, les Palestiniens. Tout comme dans l'Ancien Régime, les révolutionnaires ne luttaient pas contre une métropole, mais plutôt contre un système politique qui faisait que, par le droit du sang, par l'héritage familial, tu avais ou non certains droits politiques. Eh bien aujourd'hui, les Palestiniens luttent contre un système qui privilégie ou non certaines personnes selon si elles sont palestiniennes ou israéliennes, selon où elles sont nées en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, si c'est des Palestiniens de 48. C'est ça qui est le principal déterminant de leur vie quotidienne, et c'est ça qui est le principal facteur contre lequel ils luttent. Ces privilèges politiques sont pour eux plus déterminants que la classe sociale, ça ne veut pas dire que le clivage de classe n'existe pas, mais ce clivage de privilégiés et non privilégiés qu'on l'a colonisé, c'est comme s'il était en aval du clivage de classe et qu'il l'empêchait de s'exprimer pleinement. Et c'est une fois l'abolition de ces privilèges, la fin de l'état d'apartheid, quand la société ne sera plus séparée entre citoyens et sous-citoyens sur la base du sang, que la contradiction de classe pourra à son tour devenir la contradiction principale, comme elle l'est dans nos sociétés bourgeoises occidentales. À ce moment-là, on sera sûrement d'accord avec lutte ouvrière et compagnie. Et quand on y pense, c'était déjà pareil au moment de la Révolution française. Avant la Révolution française, pendant l'Ancien Régime, ce qui est déterminant pour les révolutionnaires, c'est d'abolir les privilèges, c'est ce clivage de privilégiés non privilégiés qu'on peut voir dans les situations coloniales, colonisées. Et après la Révolution française, une fois cette égalité formelle, cette égalité de droit qu'on a dans les démocraties bourgeoises, on voit apparaître pleinement la société capitaliste et le clivage de classe. C'est pour ça qu'à partir du 19e siècle, le clivage de classe devient la contradiction principale, et puis on voit une classe, le prolétariat, s'autonomiser, se former avec une vision du monde bien précise, ce qu'elle n'était incapable de faire pendant l'Ancien Régime. Le problème des partis qu'on critique ici, c'est qu'ils se laissent berner par le fait qu'ils vivent dans des sociétés bourgeoises occidentales, que nous, ça fait 250 ans qu'il n'y a plus de privilèges, et donc ils n'arrivent pas à se dire que dans d'autres sociétés, la classe n'est pas la contradiction principale. Eux, ils appliquent mécaniquement une vision du monde qui peut être vraie dans certains cas, mais qui n'est pas vraie dans la situation palestinienne ou dans la situation de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, même Marx le disait, le développement de la bourgeoisie et de la démocratie formelle bourgeoise est une avancée par rapport à l'Ancien Régime. Et ça, Tao, il nous le dit explicitement, et il tombe pas non plus dans le problème inverse, c'est-à-dire de penser qu'on doit forcément s'arrêter au stade de la démocratie bourgeoise. Il dit, voilà, si on peut aller plus loin, c'est très bien. Si la révolution peut aller jusqu'au communisme, ou tenter d'y aller comme en 1917, il faut le faire. Mais il faut pas sauter directement à la conclusion en se disant nous on est communiste, on veut le communiste, et donc partout, tout le temps, tous les clivages sont des clivages de classe, et la lutte est toujours prolétariat contre bourgeoisie. Tao écrit « Les thèmes de la démocratie formelle qui apparaissent dans les sociétés capitalistes évoluées comme le comble de la mystification gardent tout leur sens de libération pour les peuples qui doivent encore faire la conquête des droits politiques. Cela ne signifie pas, évidemment, qu'on soit forcé de s'arrêter à ce stade, d'autant plus qu'il existe dans le Vietnam sur le plan intérieur les prémices objectives d'un dépassement immédiat. » Il le dit bien,
Dans un contexte comme l'Indochine ou comme la Palestine, l'abolition des privilèges, c'est le principal pour les coloniser. Et si on peut aller plus loin, comme d'ailleurs l'a fait le Vietnam, hein, si on peut essayer d'aller au socialisme, il faut le faire. Mais prôner, comme le fait Lutte ouvrière, une alliance entre colons et colonisés, du bas, c'est-à-dire entre prolétaires israéliens et prolétaires palestiniens, contre une alliance entre le Hamas et le gouvernement israélien, entre dominants israéliens et palestiniens, c'est totalement abstrait et c'est juste plaquer cette espèce de contradiction de classe qui existe dans nos sociétés de manière évidente, qui existe aussi dans la leur, mais qui n'est pas la contradiction principale dans la leur. Évidemment que dans l'idéal, on voudrait, là, maintenant, tout de suite, la paix et le communisme entre Israéliens et Palestiniens, mais il faut partir de la situation concrète et des possibilités que cette situation nous donne. Et d'ailleurs, quand on voit les positions de cette gauche, on a envie de leur demander pourquoi est-ce que tous les marxistes sur place ont soutenu, voire participé au déluge d'Al-Aqsa, orchestré par le Hamas, et se sont donc alliés de manière transclasse entre Palestiniens. Pourquoi ? Parce que tous les marxistes sur place ont trahi ? Parce qu'ils se trompent tous ? C'est quand même étonnant. L'intégralité des communistes d'un pays ont une position similaire, et on a des marxistes, depuis des pays occidentaux, soutien de l'impérialisme et soutien d'Israël, qui leur expliquent qu'en gros, ils ont tort, c'est la moitié des traîtres. Et vous savez quoi ? C'était déjà pareil du temps de Tao. Il est abusif de Paris de prétendre condamner une action qui se déroule à l'autre extrémité de l'Asie. La décision des communistes vietnamiens de suspendre la lutte des classes pour se consacrer à la lutte anti-impérialiste ne part pas d'une représentation a priori de la révolution par étapes, mais de la claire perception de la situation sur le plan local et sur le plan mondial. Ils se sont arrêtés au stade démocratique, non pas par préjugés analytiques, mais simplement parce qu'il n'était pas possible, à moins d'accepter le suicide, d'aller plus loin. Ce n'était pas par erreur ou par caprice ou par dérive que le FPLP marxiste-léniniste et le FDLP maoïste ont participé au déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre avec le Hamas. C'était parce que c'était ça, ou attendre la mort du peuple palestinien à petit feu. Et si tous les marxistes palestiniens ont soutenu le déluge d'Al-Aqsa, c'est parce que c'était la seule possibilité pour eux. Mais peut-être que pour garder leur pureté aux yeux de marxistes français, ils auraient mieux fait d'attendre et de rien faire. Et comme dit Tao, de se suicider en divisant le camp des colonisés et en attendant que la colonisation les achève. Bon, je peux paraître un peu salé, mais je trouve que c'est gravissime la position qu'ils ont tenue. J'ai rien contre LO, le NPAC, qui d'ailleurs font du très bon boulot sur plein de points, et ils savent, je pense, que je suis d'accord avec eux, la CNTAIT, pareil. Mais je trouve que ici, leur erreur est gravissime. Cette gauche a manqué son rôle historique en tant que mouvement prolétarien dans un pays occidental impérialiste. Ils ont préféré rejeter dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien en prenant une alliance interprolétarienne entre Palestiniens et Israéliens, alors que c'est tout bonnement impossible dans l'état actuel des choses. Lutte ouvrière nous balance des slogans hors sol. En Israël, des travailleurs palestiniens et israéliens travaillent souvent ensemble. Il faut qu'ils retrouvent la conscience de leur intérêt commun. Sérieusement, on est dans le monde des bisounours là, bien sûr qu'on aimerait que ça arrive, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système colonial, et c'est justement pour ça qu'il faut appuyer la résistance palestinienne et être derrière elle. Cette alliance de classe, elle ne sera possible qu'une fois l'abolition des privilèges, l'abolition de l'état d'apartheid. Et ça ne sera possible qu'avec une seule Palestine de la mer au Jourdain, qu'un seul état laïque avec une égalité politique entre tous, quelle que soit l'ethnie et la religion. Bon, comme je sais que ça va rager en commentaire et qu'il y en a qui vont nous dire que voilà, Tao, c'est pas un auteur si référence pour eux que ça, là, on va terminer cette vidéo, parce qu'au fond, Tao, il est dans la droite lignée d'auteurs comme Mao, par exemple, mais bon, lui aussi, il est pas forcément aimé de tous, mais comme Lénine ou comme Marx, et je sais que, bon, notamment LO et le NPAC, ils doivent bien aimer Lénine et Marx, et donc on va voir ce que ces auteurs nous disent. Par exemple, Lénine nous disait en 1914 qu'il fallait toujours soutenir la bourgeoisie d'un peuple opprimé quand elle se bat contre le peuple qui opprime, et non l'opposé contre les classes dominées et les prolétaires du peuple opprimé. Donc il faut faire exactement l'inverse de ce que nous dit le NPAC, LO et la CNTAIT. Pour autant que la bourgeoisie d'une nation opprimée lutte contre la nation qui opprime, nous sommes toujours pour, en tout état de cause, et plus résolument que quiconque, car nous sommes l'ennemi le plus hardi et le plus conséquent de l'oppression. Bon, je crois que cet extrait est assez clair pour que j'ai à le commenter. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à poser un like et à vous abonner à cette chaîne. Et puis surtout, je vous invite à donner sur le Tipeee autogéré.
Si vous voulez plus de vidéos sur le NPA X, Y ou Z, sur le NPA B', et puis sur la CNT QLF et la CNT Kwakubé. Allez, par plaisir de l'humiliation, on en rajoute une couche parce qu'il se trouve qu'un certain Karl Marx avait traité cette question quand il s'agissait du mouvement ouvrier anglais qui reprochait au mouvement ouvrier irlandais de mettre trop en avance la question nationale par rapport à la question de la classe. Marx a alors pris parti pour les colonisés irlandais face aux colons anglais. Je cite. L'émancipation nationale de l'Irlande n'est pas pour elle une question abstraite de justice ou de sentiment humanitaire, mais la condition première de leur propre émancipation sociale. Lorsque les membres de l'Internationale appartenant à une nation conquérante demandent à ceux appartenant à une nation opprimée, non seulement dans le passé mais encore dans le présent, d'oublier leur situation et leur nationalité spécifique, d'effacer toutes les oppositions nationales, etc., ils ne font pas preuve d'internationalisme. Ils défendent tout simplement l'assujettissement des opprimés en tentant de justifier et de perpétuer la domination du conquérant sous le voile de l'internationalisme. En l'occurrence, cela ne ferait que renforcer l'opinion déjà trop largement répandue parmi les ouvriers anglais, selon laquelle, par rapport aux Irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d'aristocratie, comme les blancs des États esclavagistes américains se figuraient l'être par rapport aux Noirs. Dans un cas comme celui des Irlandais, le véritable internationalisme doit nécessairement se fonder sur une organisation nationale autonome. Les Irlandais, tout comme les autres nationalités opprimées, ne peuvent entrer dans l'association ouvrière internationale qu'à égalité avec les membres de la nation conquérante et en protestant contre cette oppression. En conséquence, les sections irlandaises n'ont pas seulement le droit, mais encore le devoir de déclarer dans les préambules à leur statut que leur première et plus urgente tâche en tant qu'Irlandais est de conquérir leur propre indépendance nationale.